Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une figure de la contestation française par le rire, Coluche. Cet artiste est né en 1944 et n'a cessé de nous faire rire. Je retrouve Georges Belair qui va nous en parler. On a envie de dire que le destin est un enfoiré, qu'il n'avait pas le droit de nous priver aussi brusquement de son insolence et de sa tendresse. Tendre et lucide enfoiré. Je ne sais de Simone ou de toi quel est celui le plus enfoiré des deux, mais une chose que je sais et que je sais bien, vous perdez rien pour attendre. Hein. Allez, salut. Ah, Georges, merci de nous inviter ici. Tu sais que moi, ça me fait beaucoup de souvenirs. C'est même beaucoup d'émotions, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, moi aussi. Parce qu'on a travaillé ensemble plusieurs fois. Et évidemment, donc, tu me parlais de tes amitiés avec Jean-Yann, Zidi, mais aussi, bien sûr, Coluche. Et je pense que les Français sont très attachés à Coluche parce qu'ils savent qu'il ne mentait pas. Quelle a été ta première rencontre avec lui? J'ai rencontré Coluche, je devais avoir 14 ans, 14-15 ans. 14 ans, j'habitais Vanves, et lui, il était à Montrouge, et on était assez voisins, et on fréquentait à peu près la même bande. Pas tout le temps en même temps, parce qu'il avait 2-3 ans de plus que moi, mais on se croisait, on se connaissait. Il pensait être chanteur, il jouait de la guitare et faire l'acteur, et moi, je n'avais qu'un fantasme, c'est d'être acteur, donc ça a rapproché. On a travaillé par la suite ensemble, et ce qui fait qu'on s'est côtoyé jusqu'à, hélas, le bout de sa vie. Quand est-ce que tu as su que le rire était ton affaire? Enfant. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Robert Lamoureux, Poiré-Serrault, enfin voilà. Tous ces gens-là, la génération juste un peu avant moi, donc moi je suis un petit garçon, ces gens-là me faisaient pleurer de rire, et on rit aux mêmes choses. C'est ça qui est formidable chez l'être humain. Voilà. Tu es d'un milieu, on peut dire, modeste. Hein? Oui, très modeste. Donc Coluche aussi était d'un milieu très modeste, d'immigrés italiens. Immigré italien, et non seulement immigré italien, mais orphelin de père. Son père est mort, je crois, si je ne dis pas trop de bêtises, quand il devait avoir 3 ans. Donc sa maman vendait des fleurs, je crois qu'elle était employée. Elle n'était pas propriétaire, donc elle gagnait gentiment, doucement sa vie, et Coluche a dû faire 14-15 métiers. Il a eu son certificat d'études, il ne l'a pas reconnu d'ailleurs, il ne voulait pas qu'on en parle parce qu'il disait « il n'y a rien de primaire chez moi, surtout pas le certificat d'études ». Donc certificat d'études primaires, donc il ne voulait pas que ce soit primaire, donc pas de certificat. Il a eu que ça comme diplôme. Donc c'est un enfant, on peut dire, de pauvre, hein, de modeste, très modeste, qui est obligé de travailler à 15 ans, à 16 ans, voilà, pour gagner sa vie, ramener les sous pour aider maman. Mais avec l'Italie en arrière-plan, avec la joie, avec cette femme magnifique qui était très très belle, sa mère. C'est pas glauque son enfance, hein, mais quand même, papa est parti trop tôt, il l'a à peine connu, hein, c'est dur. Et tu penses qu'il a appris beaucoup de la vie et de l'humour à observer avec ses boulots qu'il a fait dès l'âge de 15-16 ans? Bien sûr, et aussi des fréquentations populaires. Ça lui a ouvert un langage, une philosophie de la vie vue de près. Quand on a 14-15 ans et qu'on voit le malheur et qu'on voit la vraie pauvreté, qu'on voit les autres se décarcasser pour ramener la fin du mois, c'est pas étonnant que ce même petit bonhomme ait créé les Restos du Cœur. Non seulement il a ressenti cette chose très, très jeune, hein, mais que, hélas, ça perdure. Donc la pauvreté existe toujours dans notre pays. Ça, c'était quelque chose qui le dérangeait profondément, à juste titre. C'était un nanar. Michel Coluche est rentré dans le système, il a balancé des bombes contre les politiques, contre les syndicats, contre... Qu'est-ce qu'il disait des syndicats? Qu'ils ne faisaient rien et que le seul jour de travail, c'était la manif. Voilà. Il n'avait pas tout à fait raison, mais enfin, il voulait mettre un pétard dans tout le système. Tu sais comment il a commencé? Je pense qu'il a créé le Café de la Gare avec... D'abord, il l'a créé, mais bien avant, il a commencé. Michel Coluche dit 2 choses. Il m'est arrivé 2 coups de bol dans ma vie. La première, c'est d'avoir rencontré Romain Bouteille, et c'est avec Romain Bouteille qu'ils font le Café de la Gare. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est d'avoir être mis à la porte par Romain Bouteille. C'est comme ça, grâce à Romain Bouteille, donc j'ai pu faire ma carrière. Oui. Il faut bien comprendre que Romain Bouteille est un génie absolu. C'est lui qui a l'idée de monter le Café de la Gare. Et il fait une équipe, donc il demande à Michel, à Miu Miu, à Patrick Devers, etc., et les autres,
de travailler ensemble. À l'époque, je vais de temps en temps les aider à faire les travaux. On était à Montparnasse dans un truc impossible et ça s'est transformé en un truc magnifique. Hein. L'idée était magnifique. Les gens ne payaient pas leur place. Ils rentraient, il y avait une roue. Il fallait faire tourner la roue et tu tombais, soit c'était gratuit, soit tu payais 20, soit tu payais 15, soit tu payais 5, soit tu payais 50. Voilà. Donc c'était drôle. Et là, Romain Bouteille écrivait les textes, était le leader. Et Michel a été tellement impressionné par le travail, le débit, la façon, l'idée de Romain Bouteille que petit à petit, il lui a piqué. Il a été imprégné comme une éponge. Et je suppose que c'est un peu à cause de ça que Romain l'a mis dehors. Et ça a permis effectivement à Michel d'être libre avec tout ce qu'il avait appris et d'exploser comme on l'a vu. Ouais. Il avait un grand sens de la camaraderie. Hein. De l'amitié. De l'amitié. Oui, il était très émouvant dans ses amitiés parce que d'abord il était... c'est ne trahir aucun secret de dire par exemple que Lanvin, Gérard Lanvin a habité rue Gazan chez Coluche, et chez Coluche c'était tous les amis, on se croisait, il y avait une vingtaine de personnes. Est-ce que c'est vrai qu'il avait cette délicatesse, ce grand respect pour ses potes, de mettre pour ceux qui n'avaient pas d'argent, un petit pot, un peu d'argent dans un pot, mais ne pas le dire, et puis si tu avais même besoin d'argent. Il y avait un pot derrière le jukebox. T'as vu ça? Bien sûr, j'en ai jamais profité, mais je savais. Il nous l'a montré à tous. Il y avait de l'argent dans un pot derrière le jukebox et qui en avait besoin pouvait le prendre. C'est magnifique. Et non seulement ça qui était magnifique avec Michel, il partait tourner ou il partait je ne sais pas où et puis il achetait des cadeaux pour ses amis. Puis 8 jours, 15 jours, un mois après son retour, on allait chez lui et là il disait « Oh, j'ai un truc pour toi » et il était comme un enfant qui offrait des... Et on était couvert de cadeaux. D'un seul coup, c'était émouvant parce que tiens, j'ai des rollers pour toi, puis j'ai un pull pour toi, puis j'ai... Donc ça, c'était sa générosité formidable. Oui, oui. Mais est-ce qu'il était bien entouré de proches qui lui disaient la vérité? Bien sûr, il a été très bien entouré. D'abord, sa femme était Véronique, qui était une fille formidable. Moi, j'ai connu beaucoup de gens. Lanvin, tous ces gens étaient formidables avec lui. L'aimait de fraternité, d'amour. Il était entouré, il savait s'entourer d'amis. Et puis, il est devenu très, très connu. Il a commencé à gagner des ronds. Quand il est décédé, il a laissé des dettes. Il n'a pas laissé d'argent à ses enfants et tout ça. Ça a été difficile. Mais il a commencé à être un petit peu, disons, entouré par d'autres nouveaux qui venaient un petit peu, mais c'est toujours pareil, hein, des gens qui profitent un petit peu de la célébrité pour être un peu dans les projecteurs. Mais il n'était pas dupe, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. De Funès a une phrase magnifique. Il disait, vous pouvez avoir du pouvoir, de l'argent, des relations. Si vous n'avez pas de cœur, vous ne valez rien. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Hein, c'est vrai pour l'être humain en général, hein, dans la vie. Et à propos de Funès, je vois encore Michel me dire « J'ai pas pris beaucoup de cours de théâtre, mais là, je suis en train de prendre une leçon. C'est 50 ans de cours d'un coup, quand il a tourné L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. Parce qu'il tournait avec De Funès, et là, il a dit « Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends ?» Et il a beaucoup appris. Ouais, et j'imagine en plus, parce que De Funès venait d'avoir un arrêt cardiaque, et malgré tout, il a adapté son jeu, il a tout fait en mineur, comme ça. Il tournait sans assurance. Donc la production avait mis sur le plateau une ambulance qui était là 24 heures, enfin 12 heures par jour. Donc ça donne un côté un petit peu lourd. Oui. Et effectivement, tous ceux qui ont aimé De Funès, quand on regarde L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, qui est un très très joli film, on voit que De Funès, on le sent un peu amaigri, etc. Mais tous les deux se sont entendus comme père et fils, ça a été magnifique. Mais vous savez, quand les grands talents se rencontrent, en général, ils se détestent tout de suite. C'est ce qui est arrivé avec Jean-Yann. Jean-Yann et Coluche, ça n'a pas collé du tout. Oui, sur le tournage de 2 hommes en carence. Ça n'a pas collé. Ils étaient tous les deux identiques. Ils se sont détestés très vite. Oui. Et Jean-Yann, qui était un ami proche, etc., il ne supportait pas. Mais est-ce que c'est vrai que c'est Michel Serrault qui les a un petit peu rabibochés? Sûrement, parce qu'ils s'engueulaient tout le temps. Sûrement, Serrault adorait Jean-Yann, comme tous ceux qui ont rencontré Jean-Yann. On aimait Jean-Yann. J'ai eu de la chance d'avoir comme ami et Coluche et Jean-Yann. Et c'est formidable hein, dans la vie. C'est vraiment des êtres qui vous marquent à toujours. Hein. Ce sont des rencontres qui vous rendent plus fort. Ouais.
Ils sont avec toi tout le temps sur scène? Toujours. Moi, Jean-Yann, c'est un maître pour moi, un maître extraordinaire. C'était de proches amis, c'est vrai, ça me manque beaucoup. C'est ça qui est horrible dans la vie, c'est de perdre ses amis. Mais ce qui est formidable, c'est de les avoir connus. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, tout le monde ne peut pas se vanter de Non, ça. et puis c'est surtout ce qu'ils m'ont apporté, Ouais. d'intelligence, de rire. Vous savez ce que c'est bon de rire. On n'a jamais autant ri de ma vie qu'avec Jean-Yann ou Coluche. Pas possible. Tu parlais de la cuisse, il y a cette scène formidable où il y a un seau de mousse comme ça, parce que Coluche joue le rôle d'un pauvre type, enfin un pauvre type, un clown, mais dans des trucs un peu ringards. Un peu. Et puis le directeur du guide gastronomique, qui lui pense que son fils va reprendre le flambeau. Et puis il découvre que son fils, on lui dit que son fils est un artiste qui le clown, pour lui il a un mépris total. Oui. Et donc il dit je vais balancer le seau, puis ils vont rire. Alors il dit fais-le, on va voir. Il le fait et il n'y a pas un rire. Il y a même une sorte de truc un peu de gêne. Là, bon. Et Coluche lui dit une chose émouvante. Il lui dit il faut avoir envie. Mais attention, vous vous êtes trompé. Allez, maintenant, quoi. Oh là 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 là. Alors, mais c'est le président de la République. Il faut le nettoyer. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Ça te fait de la peine, papa? T'inquiète surtout pas. Ah bon? Mais j'aurais aimé l'apprendre autrement. J'ai essayé de t'en parler plusieurs fois, mais enfin... Ça fait longtemps que tu... Ben, il y a quelque temps, j'ai pris des cours de comédie, tu te souviens? Oui. Mais t'avais pas tellement apprécié, toi. Je t'avais demandé de choisir et tu es resté avec moi. Ouais, puis j'ai monté ça. Et ça marche. Ça les marre. Les histoires de tarte à la crème, ça les fait rire? Ouais. Oh. Mais alors, moi, par exemple, je prends ce seau et ils vont rire? Peut-être, ouais. Bah, c'est raté. Comme toi. Peut-être que t'avais pas envie de le faire rire. Parce qu'il faut avoir envie. Ah oui. Oui. Effectivement, j'ai envie de faire rire personne, j'ai pas envie de rire moi-même. Voilà. Alors, continue à faire rire ça. Allez hop, adieu, voilà. Tu es renvoyé. Et le spectacle continue. C'est toute la différence entre la télévision, le cinéma et le théâtre. Tout seul, c'est rare qu'on éclate de rire devant sa télé. Ouais. Et quand on rigole devant sa télé, le film le plus rigolo du monde, on va faire « Ah, c'est drôle ». Mais on ne va pas « Non ». Est-ce que tu penses qu'on peut, lui, Coluche le pensait, qu'on pouvait rire de tout? Tout le faisait rire. Ah oui, non seulement tout le faisait rire, mais il avait envie, à travers ses conneries, de faire passer des messages. Oui. Par exemple, je parlais des syndicats. Là, il disait qu'ils ne foutent rien toute la semaine et il parle de journée d'action quand ils ne travaillent pas, quand ils font la grève. Donc une journée d'action, c'est la grève. Il en mettait dans le nez. Dans les politiques, rappelez-vous qu'il s'est quand même présenté aux élections. Et il a fait 16% d'intention de vote. C'est énorme. Voilà. Et là, c'était bleu, blanc, merde, son slogan. Quand même, c'est des gens qui prenaient des risques. Mais tu penses qu'aujourd'hui, on peut moins rire de tout? On ne peut plus rire de tout, du tout. Si on raconte une blague ou l'histoire d'un black, on va se faire traiter de raciste. Si on raconte l'histoire avec un juif, d'antisémite. Si on raconte avec une lesbienne, on va être anti-machin. Si on raconte avec un gay, ça va être... C'est très, très difficile de faire rire sans prendre de risques. Et puis, maintenant, la censure, elle est fabriqué. Oui, on s'auto-censure. Ah oui, auto-censure. On ne va pas dire ça parce que ça ne va pas passer, on ne va pas faire ça parce qu'il y aura tel groupe contre nous. C'est une autre société. Vous savez, je ne veux pas faire les vieux cons en disant avant, c'est différent. Alors, il disait une chose que j'ai un peu du mal à comprendre, parce qu'il disait que le rire était sa philosophie. Tu penses qu'est-ce qu'il entendait par là? De prendre la vie, c'est comme Jean-Yann, c'est de prendre la vie
sans l'améliorer, mais par le bout où ça peut être le plus rigolo. Sinon, on se fait chier toute sa vie et on prend les choses trop au sérieux. Il ne faut pas oublier qu'on est tous mortels, qu'on va tous disparaître, que les statuts, ça sert que reposoir aux pigeons, que l'argent, quand on en a, ça va, et quand on a beaucoup, 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 à mon âge, c'est très bien, puis pourquoi en avoir encore plus, et toujours encore plus, et toujours plus. Noiret disait, le voyage est court, tant qu'à faire, faisons-le en première. Ça, c'est Noiret. Et Coluche, il pense, comme Jean-Yann, que la meilleure façon d'être en vie sur cette planète, eh ben, c'est de prendre ça à la rigolade. Tout ça, c'est un songe. Donc, on est de passage. Oui. Voilà. Oui, oui, le rire comme le combat. Antidote de l'horreur, de la maladie, antidote de l'angoisse, l'antidote de la mort, antidote des injustices. C'est pour ça c'est une arme redoutable. Bergson disait que le rire est le voyage le trait d'union le plus court entre les êtres humains. Mais de toute façon, le rire, c'est mal. Si vous riez de quelque chose de bien, vous vous moquez de quelque chose de bien. Si vous riez de quelque chose de mal, vous favorisez quelque chose de mal. Donc le rire, c'est mal, déjà. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que c'est indispensable aux gens quand même ou pas. Parce que c'est mal sur les grandes idées, pour les gens qui font la politique ou qui essayent de nous gouverner. J'ai pas de rancune contre les imbéciles s'ils font des progrès. On riait à peu près une demi-heure par jour en 1900. Aujourd'hui, d'après les chercheurs, très malins, on ne rirait plus que 7 minutes par jour. Voilà la société. On ne rit plus. Voilà. C'est trop dur, c'est trop flippant, c'est trop angoissant. Donc on a des problèmes de sommeil, on a des problèmes d'angoisse, on est tous des êtres humains, on a tous peur de la maladie, de la mort, tout ça. Donc de régler tout ça par le rire, pas mal. Bonne thérapie. Quel est ton film préféré ou tes films préférés de Coluche? Sans hésiter, je dirais Ciao Pantin, oui. de Berry. Parce que, non pas que j'aime pas le rire, hein, j'ai assez dit, mais on le prenait pour un gugus, un rigolo, et en France, il faut attendre qu'un comique passe au dramatique pour reconnaître qu'il a beaucoup de talent. De Funès a échappé à ça. Mais Fernandel, on l'a jeté comme une merde. À un moment donné, on fait... Oui, Bourvil, Bourvil, il a dû faire... Le Cercle Rouge, Cercle Rouge, pour qu'on dise, la traversée de Paris, oh là là, mais c'est quand même un grand acteur, quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue? Ça va pas, non? Quoi, c'est un joint? Quoi, un joint? Ça commence par un joint, on sait comment ça finit, hein? Non, mais ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? T'as vu ce que tu t'en fais toutes les nuits, toi? T'as vu avec quoi tu te shootes? Tous les jours? Chacun sa merde, mec! Hein? Chacun sa merde! Tu peux m'expliquer pourquoi en France le succès, ce qui est populaire, est considéré comme secondaire? Oui, parce que nous, on est des intellectuels, nous on fait du cinéma, on réfléchit, et alors ce qui fait rire tout le monde, donc quand même, ça a comme un goût... non, il faudrait faire rire beaucoup moins de monde et à un autre niveau. Donc c'est complètement ridicule. C'est la même chose pour le théâtre. Les pièces dites de boulevard pour une certaine catégorie de critiques ou une certaine catégorie de Français, ah non, c'est du boulevard. On peut parfaitement aimer le Cornio et aimer l'année dernière à Marianne Bad. On aime bien donner des catégories en France. On est acteur de boulevard. Donc on ne peut plus jouer, ah non, on ne peut plus jouer autre chose, on est acteur de boulevard. Est-ce que tu penses qu'il voulait faire rire parce qu'il voulait être aimé, Coluche? Bien sûr qu'il voulait être aimé, tous les artistes veulent être aimés, mais il a fait rire parce que c'était le truc, c'est son truc, c'est un clown. En fait, quand vous regardez Coluche sur scène, il a le nez rouge, hein. C'est un personnage de clown. Il est aussi désespéré que les clowns. Les clowns, il y a ce côté triste du clown. Où étais-tu, que faisais-tu le jour de la mort de Coluche? Et est-ce que tu te souviens de ta réaction? Tu as été surpris, j'imagine, ça a vraiment choqué tout le monde. Horrible. Ça a été plus que surpris, c'est horrible.
Il était avec des amis à moi et ils étaient à moto et c'est arrivé le 19 juin 1986 et un camion conduit par un bonhomme de 75 ans que j'ai rencontré qui était désespéré, le pauvre, d'avoir tué Coluche. Il y a eu un bruit qui court que l'État aurait fait assassiner Coluche, tout ça, c'est des conneries. De mon point de vue, on raconte que des gendarmes auraient été impliqués, etc. Il y a comme des moyens moins sophistiqués de mettre un chauffeur de 75 ans dans un camion d'ouvrier qui conduit des travaux pour aller juste... Il va tourner juste devant le camion, Michel. Il va arriver à telle seconde, il va tourner juste devant le camion, puis il faut lui rentrer dedans. Michel n'avait pas de casque. Voilà. Et il a tourné devant le camion, qui n'a pas pu s'arrêter, il lui a tapé juste sur le coin de la tête. Il avait le goût du risque Ah ben, je veux. En 85, il bat le record de vitesse en circuit à moto. Si on n'a pas envie de risque, là... Donc alors tu disais, oui, ça a choqué tout le monde. Bah, ça a choqué, bien sûr. Et moi, j'étais en vacances, j'étais avec l'épouse de l'époque, et j'ai appris ça... On m'a appelé, j'ai été effondré, je suis rentré à Paris, j'ai été effondré, totalement effondré. J'ai pensé à sa femme et j'ai pensé, même qu'ils étaient déjà plus ensemble, tout ça, mais j'ai pensé à sa famille et j'ai pensé à ses 2 enfants, 2 garçons magnifiques. Mais Michel, il a réussi ça, il ne va pas disparaître parce que les restos du cœur, c'est inattendu quand même, ça le ferait marrer aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y croyait pas. On va parler des pauvres, puis voilà, j'aurais mis la merde, j'aurais dit, vous voyez bien, il y a des gens qui ne mangent pas en France, on est obligé de leur donner. On parlera de Coluche, mes enfants, les petits-enfants, et encore les petits-enfants parleront de Coluche. Hélas, il y aura encore les restos du cœur. Ouais. On dit de lui qu'il est irremplaçable. Est-ce que tu dis ça, ou unique ou... Oui, il est unique, c'est clair qu'il est unique, mais comme tous les êtres humains, on est tous uniques. Personne n'a remplacé Coluche, c'est clair. Mais il y en aura d'autres. Jean-Yann, mais avant, Francis Blanche, Pierre Dac. Pierre Dac, il écrit le Schmilblick. Tiens, Coluche, il fait un sketch, le Schmilblick. Est-ce qu'il est supplié à celui-là qui laissait les précils Tarawal Schmilblick? Est-ce qu'il est pour celui-là qu'elle a trouvé par terre? Je ne comprends pas bien, Simone. Monsieur a été coupé. Oui. S'il a été coupé, oui, je suis comme vous, dis, Qu'est-ce qu'elle raconte de ça après la télévision? Non, mais parce que nous n'avons pas tout compris. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Que je parle français aussi bien que toi, s'il te plaît. Non, mais monsieur, ça n'est pas... Alors, c'est te plaît que j'ai fait la guerre d'Algérie autant que toi, oui, s'il monsieur, te plaît. mais... Salope de français, madame français. Coluche, De Funès, les enfants encore. Bien sûr. Par exemple, les nuls, pareil, ce sont des enfants de Jean-Yann. Jean-Yann, moi j'ai écrit des fausses pubs avec Jean-Yann pour La Barbichette, le film Je te tiens par la barbichette. Eh bien, les fausses pubs, les nuls en ont fait. Vous êtes dans votre cuisine, vos invités vont arriver, le repas est prêt, et au dernier moment, un geste malheureux. Heureusement, 3-14-116, le détachement miracle. 3-14-116, une façon distinguée d'être moins sale. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. Les mecs à qui je réclame de voter pour moi n'ont jamais voté. Comme moi, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai voté une fois quand j'ai eu ma carte parce que je voulais savoir si c'était utile. Et je me suis aperçu que j'avais voté pour rien. Et il y a des mecs qui ont voté pendant 30 ans pour rien. Parce qu'il y a effectivement tout un tas de mecs qui sont français et qui ne sont pas concernés par la politique, que la politique prend pour vraiment zéro et qui existent. Oh là 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 là. Coluche, il transforme. De Funès, Jean-Yann, il transforme. C'est pour ça qu'il reste dans l'imaginaire. Je ne sais de Simone ou de toi quel est celui le plus enfoiré des 2. Vous perdez rien pour attendre. Hein. Allez, salut. Et le spectacle continue. Voilà le rire qui sert à dire des choses. Chaplin, ses films, il vous prend le cœur. Il parle de la misère, il parle de la pauvreté. Charlot, il est pauvre. Et Coluche, quelque part, c'est le même. C'est un Chaplin. Chaplin autrement. Plus parigot, plus titi, ma poule, plus, je vais te dire un truc, plus routier, plus proche, plus amical. Les jeunes de 20 ans aujourd'hui, ils vont l'oublier, Coluche. Sauf qu'ils penseront au Resto du Cœur, ils sauront qui est Coluche. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, il y a une place à Paris, la place Coluche, qui est dans le 13e arrondissement. Et ça me fait plaisir aussi. Voilà. C'était un véritable ami et
combien de pleurs derrière sa disparition. Est-ce que tu dirais qu'être clown, c'est l'art suprême du comique? Sûrement. Il y a cette dimension poétique, puis cette dimension de l'absurde, et puis en général l'auguste, c'est le peuple, c'est Molière. Coluche, c'est l'intelligence de la vie. Il n'avait pas de diplôme, mais croyez-moi, c'est comme s'il avait 50 fois le bac. Alors, on a parlé de sa mort, on ne va pas finir sur une note triste. Oh non. Est-ce que tu as quelques blagues à nous Il y a plein, je ne peux pas raconter une histoire de Coluche, ça ne passera pas aujourd'hui. Alors, puisqu'il aimait bien, Michel, il aimait bien les blagues belges, il aimait bien se foutre de la gueule des Belges. Et ça se passe à Bruxelles, je ne sais pas prendre l'accent bruxellois, ne m'en voulez pas. Donc, c'est un gars qui se balade dans la rue, et il arrive près d'un agent, il tient par la main un chimpanzé. Et il arrive près d'un agent qui rentre au milieu de la route en train de faire la circulation et le passant lui dit « Excusez-moi monsieur, mais j'ai trouvé ce chimpanzé, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors le type il dit « Ah ben chimpanzé, vous avez trouvé le chimpanzé ?»« Ben, je sais pas, ouais, voilà, je fais la circulation là monsieur, amenez-le au zoo. » Il fait « Très bonne idée » puis il s'en va. Le flic il continue à faire la circulation. 1 heure après il revoit passer le chimpanzé tenu par la main par le gars. Mais il fait « Ben alors, vous ne l'avez pas amené au zoo ?» Il fait « Si, je l'ai amené au zoo maintenant. » Il l'a bien aimé, mais je l'amène au cinéma. Merci, Georges. Merci à vous. Merci.